Surpris par la nuit, reconnaissance à Huguette Champroux par Mathieu Bénézet, réalisation Anne Franchini. À propos de la publication de Off, une anthologie aux éditions Le Bleu du Ciel. Une carte postale. Vient de terminer un texte, pacor, ce qui signifierait, en latin, chanter ou composer une œuvre littéraire. Maintenant qu'il est un peu moins à distance et lu par certains proches, entre guillemets, je me représente comme une femme de Vermeer en son intérieur, avec la luminosité énigmatique d'une tache. Brodée aussi, peut-être ainsi, mais étant aussi le peintre. Iouna, la chatte, eh bien, le modèle, le goût, le parfum, bonjour, Huguette. Huguette Champroux, 1931-2003, a de son vivant publié des petits livres, autrement dit des sortes de plaquettes, une dizaine à peu près, distillées ou achetées par de rares amateurs. L'histoire littéraire est parfois cruelle. Il lui arrive d'effacer les noms d'écrivains qui furent au zénith de la popularité à leur époque. Plus rarement, il lui arrive, à contrario, de rendre justice à une œuvre qui reçut peu d'écho lors de sa naissance et de sa diffusion. On l'aura compris, c'est le cas aujourd'hui pour Huguette Champroux. Si notre auteur, à l'exemple de Raymond Roussel, a saigné sur chaque phrase, elle côtoie de grands noms tels Gertrude Stein. C'est dire à quel sommet il faut s'attendre. Une écriture au fil du rasoir, proche du cinéma et de la création radiophonique. Une grâce, une beauté, une écriture qui se situe au centre vital de nos existences. Vouloir dire jusque-là, écrire malgré 100 livres. Pas plus que celui qui baigne telle matinée, pas relire n'importe où, tout exprès. L'archipel, la moitié retrouvée, oui, me manque. L'œil de Gilberte, plus gros, devenu sa mère, devenu plus social. Et ne choyez que ça, lui conserve molécule, métaphore, ou cette espèce qui m'arrache en l'espace. Pas de commande, pas d'autre après, pourquoi, logique, douloureuse. Pleyel. Christophe Morchankis, vous présentez une anthologie réunie et présentée, je cite, par Christophe Morchankis de Huguette Champroux, dont le titre est Off. D'abord, une question. Anthologie, ça signifie normalement qu'il n'y a pas tout. C'est un fait, il n'y a pas tout, pour une raison très simple, c'est qu'il y a à peu près tout ce qui a été publié, mais il n'y a pas tous les inédits. C'est-à-dire que j'ai été obligé, dans l'économie du livre, de faire une sélection de textes. Mais pour la première fois, il y a des inédits d'Huguette Champroux qui n'avaient été ni publiés dans la collection Ecbolab de Alain Anseux, ni à la main courante de Pierre Courteau, etc. Des inédits que le fils d'Huguette Champroux a retrouvé un peu comme à la Pessoa dans une malle. Il en reste beaucoup. Je dirais que par rapport aux inédits qu'on a publiés là, il en reste 60% qui ne sont pas publiés, oui, effectivement.
C'était aussi parce que le livre ne pouvait pas contenir des textes aussi importants que Pleyel. Et d'ailleurs, quand j'ai découvert Pleyel, c'est, comme vous le savez, Pierre Courteau qui l'a publié l'année dernière. Donc l'œuvre de Huguette Champroux, qui est une œuvre, je dirais, parcellaire, qui a été publiée chez des petits éditeurs. Huguette Champroux a publié La villégiature, Vue intérieure, Épimère. Il en restera 30 pages dans la collection Ecbolade. Publication dans les revues Digraph, Telle Quelle et Banana Split. Petit, n'ayant aucune valeur péjorative évidemment, se retrouve là, dans cette édition du Bleu du Ciel, je dirais à sa juste mesure. C'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas eu la reconnaissance, entre guillemets, pendant qu'elle était encore en vie, mais qui aujourd'hui, peut-être à mon avis, considéré comme quelqu'un, et ça n'engage que moi, quelqu'un d'aussi important que Anne-Marie Albiac. Je lui engage aussi. J'espère. Pourquoi, Christophe Marchand-Kis, vous vous retrouvez à faire une préface? Pourquoi ? Parce que je supporte pas l'injustice. Et qu'il y a des écrivains qui, à mon avis, pour reprendre une vieille enquête que vous devez connaître, les écrivains trop connus ou les écrivains pas assez connus, qui était une enquête de Digraph, je crois, dans les années 80, ou début des années 90, je sais plus. Y a des écrivains qui sont pas assez connus. Alors j'espère simplement que ce livre fera son ouvrage. Je ne suis là qu'une petite main qui a tenté de réaliser une anthologie qui soit, je dirais, cohérente et qui montre les différentes facettes de l'écriture d'Huguette Champroux. Pourquoi ce titre, Christophe Marchand-Kis, qui est un titre d'Huguette Champroux, Off, oui, Joseph? C'est un texte d'Huguette Champroux, oui. C'est un texte qui a été publié, finalement, bizarrement de manière assez confidentielle, parce qu'on ne connaît pas beaucoup, mais sur Internet, et sur le site de l'Atelier de l'Agneau. Pourquoi Off ? Bon, pour une raison assez banale, c'est qu'effectivement, le livre s'est fait sans la présence de l'écrivain. Ça, c'est la première chose. Et qu'il s'est fait aussi en intégrant tout un tas d'inédits qui n'existaient pas et qui étaient off depuis des années et des années et qu'on a retrouvés. Donc le titre de Off pouvait se justifier de cette manière. Mais c'est aussi par rapport à l'écriture et plus profondément par rapport à l'écriture d'Huguette Champroux. Je pense que c'est une écriture off, dans le sens où sa façon d'amener l'autobiographie chez elle est d'abord non pas de sortir des ténèbres, ce serait trop dire, mais de sortir du décor et tout à coup de le ramener à la lumière, complètement transformé. Et ça, je pense que ça, c'est aussi une des raisons pour lesquelles le livre s'appelle de cette manière. Hors des fenêtres, elle a dormi, hors des poutres, la chambre. Maintenant, la mer recule. À travers golfs inutiles, sa tête, qui fut assoiffement, va reconnaître. Telle lenteur au mur dessine la possession. La lumière débute une chambre assagie. Elle a dormi l'envers du marbre et ne vacille. Après la grande humidité, une fraîcheur verte au bras soutient les briques. Ne te retourne pas, vois. Ta passion, le rire, les jambes, Trinité, ô Trinité. Quelle patience me perd, elle se ferme. Sur l'un plusieurs, fait une ronde où se hâte un moment de cendre. Ne te retourne pas, il y a le bouquet déformé de l'eau, vertige aux paupières de l'algue. Cette commotion appelée poésie,
Juin-octobre 1983. Écrite à l'encre sumie dans les airs. Et par suite, dans ce cadre, 51, cachez-vous bien, 52, cachez-vous mieux, mais en tout rectangle, jamais vu. Des éléments noirs sur le quai. La ficelle est mise aux arbustes ou, simple buisson, restreindre la tunique ou jeter les infinitifs plus tard. Une blancheur se sépare du commencement, de l'instabilité. Texte et région, on ne voyait que cela jusqu'au soir. On tourne S/5. Longtemps après, 2 siestes, un orage. Plutôt grotte 220. Prière. Pas exactement les notes du petit véhicule 78, après un repos de toute lecture. À force de penser à l'horoscope, pas seulement HL égale la Terre, corps en 3 corps, ou par arrachement, l'espèce de ta robe c'est un jardin. Une série de rapidités, mots foulés, partir, les franges, indiqués dans le calque, un nombre de coups verbaux, plus internes à la gorge, au vocable, s'il fut ma Béatrice. Je me souviens de 2 vers du poème. Je me souviens d'une abeille où mes doigts s'agrafaient et de l'harmonie saline d'une durée qui fut 1 heure. Je pense que c'était un poème construit sur l'éloquence. Ça faisait partie peut-être d'un ensemble à l'époque parce que j'écrivais beaucoup sur Rome et je pense que dans ce poème il y a physiquement Rome. C'est Brené Char qui avait lu mes poèmes, qui avait lu mes textes. Et comme il était d'abord nous étions voisins, moi j'habitais boulevard Saint-Germain au 284 ou 286 et lui habitait rue de Chanaley et il était venu une fois là où j'étais et il m'avait déposé un de ses livres, je crois que c'est Feuillets d'hypnose, avec un pot de miel de Provence. Des biscuits et je ne sais plus quoi. Il avait lu mes poèmes vers 1958-1959. Il m'avait répondu un courrier tout à fait extraordinaire. Et il savait que j'habitais dans cette petite chambre à l'époque. Et il s'inquiétait de vous. Et je pense que c'était plutôt une inquiétude c'est plutôt une générosité que de la familiarité, puisque ce petit paquet avait été déposé chez la concierge et non pas chez moi. Et c'est donc par l'intermédiaire de Char qui m'avait mis en contact avec René Ménard, qui me faisait travailler mes textes, à qui je les montrais, et Char les avait envoyés à Marguerite de Bassiano. Je ne sais pas si Marcelin Plenet vous l'a signalé, mais nous avions été payés merveilleusement en plus. Je crois qu'à l'époque, c'était en 59, je crois, nous avions reçu, moi j'avais reçu 20 000 lire. Et c'était vraiment prestigieux quand même d'être payé. Ça ne m'est jamais plus arrivé, ou une seule fois, quand j'ai publié dans tel quel, de toucher quelque argent pour publier un poème. Pierre Courtauld, vous avez été le principal éditeur du Guet de Champroux, de son vivant, bien sûr. Comment est-elle venue à vous? Comment vous êtes-vous rencontrés? Eh bien, il me semble qu'il y a déjà très longtemps, j'avais lu un de ses textes dans une publication des éditions Egbolade, publication que dirigeait et que dirige toujours Alain Anseuve. J'avais lu un des textes, il me semble que c'était dans un livre collectif qui avait pour titre Pli. Et j'avais beaucoup aimé ce texte du Guet. Et c'est pour ça que
en tant qu'éditeur et aussi en tant que lecteur, j'avais pris contact avec Huguette et et pour la publier dans une petite revue. C'est un ami qui m'avait demandé de faire un numéro spécial sur la poésie moderne, et c'est comme ça que ça a commencé, donc cette première petite publication dans une revue. Et puis après, des liens littéraires d'abord se sont noués, et c'est comme ça que j'ai commencé à publier Huguette. En fait, la première publication que j'ai pu faire d'Huguette, c'était un texte qui s'appelait Sulfure, en 1989, je pense. Si je vous demandais tout de go, tout à trac, de définir l'écriture d'Huguette Champereau, parce que là, vous voyez, je lis, c'est dans votre avant-propos, donc à Off, d'Anthologie, vous écrivez, il n'y a jamais eu de vide chez Huguette, que tout est forcément hors du commerce habituel. Or, bon, ce qui peut frapper la lectrice ou le lecteur quand on lit Huguette Champereau, ne serait-ce qu'à feuilleter le livre, dirais-je, c'est qu'il y a énormément de blancs. Oui, il y a des blancs, mais je pense que ce sont des blancs remplis. Bon, c'est vrai que la poésie contemporaine est, je ne veux pas dire pleine de vides, parce que ce ne sont pas des vides, ce sont des blancs, mais ce sont des blancs qui sont des blancs spatialistes, et ce sont des blancs importants parce que ce sont des blancs qui sont aussi des blancs de respiration. Et vous me demandiez comment définir la poésie, enfin je dirais plutôt l'écriture d'Huguette Champereau. Je dirais qu'Huguette n'est pas un poète, bon, au sens classique du terme. On ne peut pas dire ça, dans la mesure où elle a quitté toute forme de versification, si l'on peut dire. Alors, il est vrai que lorsque l'on découvre cette anthologie, on est peut-être arrêté par les premiers poèmes qui me semblent tout à fait différents de ce qu'Huguette pouvait écrire environ 10 ans après. Parce que les premiers poèmes, nous les avons vers 1957 dans l'anthologie. 10 ans après, on sent qu'avec un texte comme Épimère, par exemple, on sent qu'il y a eu une évolution caractéristique du style. Alors dans les premiers poèmes, je ressens quand même une tendance assez, entre guillemets, charienne. Il me semble qu'elle a été très influencée par René Char. Et puis après, on sent que l'influence a totalement diminué et qu'Huguette, certainement, a trouvé sa voix. Alors là, je vais jouer un petit peu sur les mots. Sa voix VOIE, mais aussi sa voix VOIX, parce que c'est ce rôle de la voix qui devient le plus important dans ce qu'écrit et ce que va écrire Huguette Champereau. Ça, c'est fondamental. Le bibliographique était pour elle totalement mêlé, parce qu'elle vivait toujours constamment, dans sa voix intérieure, dans sa voix qui était intérieure et qui s'extériorisait lorsqu'elle écrivait ses poèmes. Elle marchait un petit peu comme elle lisait, avec la même attention, avec le même cérémonial, avec la même façon de poser la voix et le pied. Et c'est ça que j'avais remarqué chez elle. Elle avait une démarche un petit peu élargie, mais qui n'était pas ferme, mais qui était simplement là, bien posée où il fallait. J'ai l'impression que la démarche pouvait s'écouter comme on pouvait écouter un texte lu par Huguette. Mais quand vous dites démarche, c'est aussi la démarche artistique. Hein. Et quand vous parlez justement d'absolu, qu'est-ce que cela pourrait signifier ? C'est vrai que Huguette, lorsqu'on lit ses textes, ses derniers travaux, on sent bien qu'elle faisait bouger son texte par saut d'absolu. Et ça, c'est très significatif. On voit bien qu'il n'y a pas une linéarité extrême, totale, complète. On sent que Huguette passe souvent d'un registre littéraire, c'est-à-dire elle peut être passée du descriptif au narratif, à beaucoup de choses. Elle traverse tous ces registres
par saut, comme si elle faisait des petits bonds que j'appellerais des bonds absolus. C'est-à-dire que dans son écriture, chaque mot avait la même valeur, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de différence entre le mot voix et le mot chaise. Les mots s'ajoutaient, venaient se mettre en ordre les uns à côté des autres et bougeaient dans cette forme absolue que la voix du Goethe, que la voix de son stylo, puisqu'elle disait un jour je m'entends écrire un livre, ça c'est quand même assez extraordinaire. Donc tous ces déplacements étaient ainsi, c'est-à-dire c'était une démarche volontaire, mais forcément toujours déterminée et finalement absolue. Le titre s'appelait comme ça, 1989. Il parle de l'asile. Il s'étonne du limon. Pourrait-il refermer les traces ici communes, celles plutôt d'une pesanteur toute tournée, plutôt celles de l'eau qui trace on ne sait plutôt quelle densité. Je m'étonne ainsi des formes, celles maintenant toujours préférables à ce qui s'en passe. C'est également la soirée, la nuit, c'est également quelque chose comme un limon. Si on voit l'océan, on l'entend, on ne le voit pas. C'est également quelque chose où l'on s'enfonce au-dessus des pieds. Mais le verbe n'est pas à la mesure des choses, où quelque chose frappait. C'est une autre pesanteur de se taire et d'aller vite et lentement avec une différence de verbe dans les traces. Ah! Tu soutiens que la voix de Ribéro parle de ça et comme c'est difficile. Tu soutiens aussi une robe avec le volet quand il n'y a plus de jambes, une boucle en pâte de verre, des cheveux inversés. Pendant qu'une grande affiche au retour parle de qui est moderne ou ne l'est plus. C'est également une autre. Aimer ce qu'on n'aime pas, qui a cette lettre comme Alice va revenir. M'encourage. Aimer ce qu'on n'aime pas. Tais-toi, disait aussi par-dessus. On ne peut pas tout avoir, le singulier, et si j'écoute, je n'entends plus. Anaïs Nin, journal 1931-1934. Je vais commencer par quelques mots de Jean Fanchette, qui a préfacé les cités intérieures et surtout permis à Anaïs Nin de trouver enfin son éditeur français dans les années 60. Il s'agissait du roman « Une espionne dans la maison de l'amour », publié par Stock. Voici cette petite phrase. « On n'a pas parlé suffisamment de la pitié dans l'œuvre d'Anaïs Nin. La pitié est un des grands thèmes que le roman moderne a inexplicablement négligé. Pitié ou bienveillance, oui. Et cela pas pour rester dans le cliché éditorial que l'on connaît, femme océanite, femme miroir. Ce cliché a été poussé si loin qu'il a abouti presque à la liquidation d'une œuvre, d'un écrivain, d'une femme. Mais au contraire, pour essayer de passer outre, de revenir à l'origine. Ce qui est appelé pitié est la prise en compte pour Anaïs Nin de l'être, me semble-t-il, de la sauvegarde de l'être, du sien d'abord, si elle emploie sa vie et son œuvre comme une quête, certainement pas une autre. Et s'il y a d'autres moyens que l'œuvre et la vie, ils lui sont certainement aussi obscurs qu'à nous-mêmes. Et aussi parce que dans cette sauvegarde, elle s'est aventurée bien loin, on le sait, et ceci jusqu'à la fin de sa vie, très loin dans celle des autres. Il n'est guère de moment où elle ne dise, où elle ne redise cette visée, cette vision de cohérence, d'obstination. Dans des entretiens radiophoniques réalisés en 1969 par Pierre Lost et que nous allons utiliser partiellement ce soir, soit après 30 ans de distance de ce journal dont nous parlons, nous entendons les mêmes investigations sur le corps, le rêve, l'imagination, le temps, etc.
elles restent presque intactes et sont réexposées au sens musical, secret, et avec une détermination dont on a du mal à saisir la source. Serait-ce la poésie, le roman du journal, les romans? Comment évoquer cette espèce de dissidence par rapport à un centre qui n'est nulle part ou sans cesse déplacé, pas nommé? L'impact est en définitive dans la cause et dans les faits. Mais n'est-il pas déplacé de parler de l'être et du non-être, qui ne sont pas une catégorie de l'amnésie, et que l'on ne peut opposer avec les idéologies de l'action? Tout cela, une succession temporelle différente. Pour revenir à Anaïs Nin, elle y parle une fois pour toutes de sa rencontre avec Dieu, sans y revenir. Voici 3 petites phrases d'Anaïs Nin que j'ai beaucoup aimées. L'art est le moyen le plus efficace de réduire la résistance de l'homme à la vérité. La confession engendre l'art. Un excès de confusion engendre un déséquilibre. La révolte est négative. C'est cela. Vue de l'équateur, la Lyre, Vega, Rigel. Le pôle est sur la ligne Mizar, polaire, Cassiopée. La Chèvre ou Capella se trouve à 90 degrés de la ligne des Gardes, de la Grande Ourse à l'opposé de cette constellation. C'est l'étoile de première grandeur, la plus visible du pôle. Donc, pôle polaire, 1 degré, dans les lieux de latitude 0 degré. Petit ours très peu visible, sauf oméga polaire, et les gardes B et Y, B, et sur la perpendiculaire élevée du milieu de Y. Grand ours, la Lyre, Vega, Altaïr, Deneb, forme un triangle à peu près isocèle qui paraît parfois rectangle en Vega. Alors, j'aime beaucoup qu'elle utilise un langage technique, une prose prosaïque, une prose de métier, celle des navigateurs. Geneviève Hutin. Et c'est un poème aventure qui, me semble-t-il, est construit comme un récit d'une nuit et d'un jour de navigation qui contiendrait toutes les navigations qu'elle a faites et peut-être aussi les grands mythes littéraires de la navigation, Ulysse. Alors, elle se met dans la voix, on entend une voix, on entend la voix d'un navigateur anonyme qui se guide la nuit sur les étoiles. Et je sens la fluidité de sa langue. Ce n'est pas une langue écrite, ce n'est pas une langue fossile, c'est une langue vivante et parlée. Et il me semble aussi qu'elle fait des allusions, si vous voulez, dans ce poème, en forme de flash un peu théorique. Par exemple, elle fait à un moment donné allusion à Godard et à Antonioni. Et j'aime beaucoup ces petits flashs théoriques qu'elle lance parce que je les trouve très, très profonds, très intéressants. Elle dit « Cette Méditerranée du mépris et d'Ithaque n'est pas la mémoire non spéculative d'Antonioni. » Et je pense qu'elle veut dire que dans notre culture, Godard ferait partie de ceux qui, dans le mépris, ressuscitent un très ancien mythe de la femme victime. Alors que Antonioni, dans son cinéma, lui, il nous mettrait en mémoire des femmes réelles, des femmes qu'il a rencontrées, comme Femmes entre elles, où les femmes sont féroces et vulnérables. Bon, Antonioni nous montrerait des femmes réelles. Godard réactiverait le récit
récit déjà un peu usé, si vous voulez. Et puis, par rapport à l'idée de prose, il y a aussi le récit presque brut d'une expérience radiophonique qu'elle a pu faire. Je vous lis très brièvement. Nous entrons dans un phare, pointe du roc. Peut-être au plus sauvage du rêve, nous y entrons avec un nagra, avec YT. Je pense qu'il s'agit d'Yvette Tuchband, qui l'accompagnait dans une émission Faire la Manche, voilà, un voyage sur le littoral. Nous y entrons avec un nagra, avec YT, mon fils, et qui d'autre, entrevoix, écho, vague. Il est possible qu'il ait égrené une légende sur ceci. Cela fait partie d'un long travail ethnologique pour la Manche. 15 km de littoral, enregistré pour FC, il y a une vache, des camélias. Et ce sera un point, un vide, un point, un. Donc pratiquer la radio, aller d'une oreille à l'oreille, silence. Vous voulez dire que ça me semblait très bien comme ça. Oui. On va dire. Attention. Ça tourne, Michael. Transfert direct différé de Huguette Champroux. Alice, tu es née en 1910 et quelle est la première émission dont tu te souviennes? Était-ce des variétés, des chansons, de la musique classique, une pièce, un drame, une dramatique? Et c'était varié. D'abord, c'était en 1934 que on a eu notre premier poste, en 1934. Alors, on écoutait beaucoup le midi. Il y avait des variétés, il y avait beaucoup Tino Rossi à l'époque. Alors, on écoutait Tino Rossi. Et puis aussi, une fois, j'avais demandé à France Culture, je crois, ça s'appelait pas France Musique dans le temps, ça s'appelait comment déjà, je ne me rappelle plus. Alors j'avais demandé qu'on nous passe Scheherazade, ça s'appelait l'émission Les lecteurs demandent ou quelque chose comme ça, genre comme ça. Alors j'avais demandé, on commençait à aimer la musique classique, ça faisait à peu près 2-3 ans qu'on aimait la musique classique, parce que au début on n'aimait pas trop ça. Alors, Scheherazade, ça nous plaisait beaucoup. Et je me souviens, on écoutait, toute la famille écoutait Scheherazade qu'on passait pour Madame Champroux. Et on l'a dit, alors on était contente, on écoutait ça religieusement. Toute la famille écoutait ça. Peau de lapin, peau de lapin, peau de lapin, peau. Voici un rien, une ritournelle, un massacre et un échange. Voici une fréquence, un trouble et de surcroît, une information. L'information, on en fait ce qu'on en veut. Chacun n'a pas tué un lapin, n'a pas son pelage humide, encore ou déjà sec, à vendre. Quant à la fréquence, serait-elle le lieu, l'homologie et la source d'une radiophonie, d'une oreille à la fois externe et interne? Du dehors, on vient ici à votre peau. Où est le quelque part du son, suffisamment ailleurs, et en dedans, et vrillant, entre quelle oreille est contrainte dilatée? Emmanuel Miéville, j'imagine, mais peut-être que je me trompe,
qu'il fut d'une certaine manière délicat, entre guillemets, pour vous de vivre à la fois avec Gued Champroux, écrivain, et si je puis dire, votre mère. Comment le ressentez-vous encore aujourd'hui ? Oui, ça a été délicat et difficile. Ce que je peux dire aujourd'hui, c'est que je suis presque dans la même position que les lecteurs qui vont découvrir ces textes, les lecteurs qui ne la connaissent pas. Parce que je lisais ces textes quand elle me les donnait à lire, et elle ne me les donnait pas toujours. Mais la proximité était très très grande, et sa demande de reconnaissance était très très impérieuse. Et j'avais du mal à lire ces textes et à lui en parler, puisqu'elle me demandait de mon avis. Donc ça a été très très... C'est pas facile. Ça a été très très difficile. Cette soif de reconnaissance, enfin soif, c'est pas vraiment le mot, cette... Désir ? Ce besoin impérieux de reconnaissance pour sa poésie, je crois Mais est-ce qu'à vos yeux, excusez-moi, est-ce qu'à vos yeux, Emmanuel Miéville a manifesté ce que vous dites, ce désir de reconnaissance? Comment avez-vous dit cette demande impérieuse de reconnaissance. Oui, bon, cette demande impérieuse, je vous cite, de reconnaissance, qu'elle manifestait donc vis-à-vis de vous, son fils, est-ce qu'à vos yeux, elle est la même qu'elle manifestait auprès des autres, ses amis écrivains, Oui, etc. absolument, ouais. C'était absolument la même. Et moi, je vivais ces résonances poétiques, et je voyais bien qu'il y avait une attraction et une écoute très grande de ses amis poètes et de certains milieux. Et je voyais ça avec fascination, parce que j'étais très très sensible à ça. Mais je n'arrivais pas toujours à lire et à lui parler objectivement de ses créations. Et donc, depuis sa mort, j'ai relu lentement, pas à pas, ses textes, même avant que cette anthologie paraisse. Et je me retrouve donc dans la position de lecture objective ou originelle, et je suis très très frappé de la puissance poétique de ces textes et de l'analogie avec mon travail de musicien et de compositeur. Donc c'est très émouvant pour moi de découvrir ça, de le valider. C'est très... Cette analogie dans sa poésie, cette analogie avec la musique concrète que je compose, elle est très étonnante, parce que dans des textes, par exemple, comme Jeux d'osselets, je retrouve des procédés de composition que j'affectionne particulièrement, comme la synthèse granulaire. Et par extrapolation, je pourrais dire qu'elle utilise un filtrage morphologique ou un filtrage syntaxique, et qui provoque des sortes de déflagrations sémantiques qui pulvérisent le texte. La synthèse granulaire, c'est une façon de rentrer dans le cœur du son, dans le matériau du son. Et je crois que c'est ce qu'elle essayait de faire dans ces textes-là. Dans certains de ces textes, pas les poésies des années 50 ou d'autres textes comme les années 70, comme Matricère ou d'autres textes. Mais certains poèmes sont vraiment très très étonnants dans cette utilisation de cette pulvérisation du langage. Alors je relisais hier soir cette commotion appelée Poésie, et vers la fin j'ai trouvé cette phrase très courte entre parenthèses qui explicite ce que je viens de dire. Les notes servent partout de mots. De même, je les utilise avant la notation. Donc là, moi, je n'utilise pas de notes parce que je n'utilise pas de partition, je n'écris pas la musique. Mais cette phrase est vraiment très, très explicite et très très belle sur
cette manière que le matériau, cette façon dont le matériau nous écrit. Moi, j'utilise les sons concrets que j'enregistre moi-même, et c'est les matériaux qui m'écrivent. C'est un processus de composition symbiotique et instantané. Il n'y a pas d'écriture de notes. Je pense qu'en écrivant, les notes servent partout de mots. De même, je les utilise avant la notation. Elles pointent cette réversibilité, cette fluidité de la langue et du matériau de la langue. Alors comment avez-vous lu un dernier livre qui est apparu il n'y a pas longtemps, Pleyel, qui est un livre, j'allais dire, pas sûr, mais enfin disons, le titre indique bien ce dont il s'agit, c'est-à-dire, elle parle pas de la musique, elle parle musique. Comment vous l'avez lu? Il n'est pas repris dans l'anthologie. Oui. Pleyel, ça vient d'un piano que j'avais quand j'étais enfant et qu'elle avait mis à ma disposition pour jouer du piano. Et c'est un texte qu'elle a écrit à la fin des années 70-80, à l'époque où j'avais ce piano. Et je l'ai lu avec beaucoup d'étonnement et de stupéfaction sur cette diffraction du langage, cette commotion, cette résonance. Et j'ai retrouvé également les mêmes déflagrations, les mêmes vibrations poétiques qui me donnent le sentiment d'une perception déréalisée. Moi, c'est souvent le but que je cherche à obtenir. Je reviens encore vers la musique et vers la composition. Je cherche à obtenir de l'auditeur une perception légèrement décalée ou déréalisée. Dans les sons que j'enregistre moi-même, j'enregistre beaucoup d'ambiance naturelle. Je fais des prises de son stéréophoniques avec des micros que je traite ou non et que j'inclus dans ma musique. Et je cherche aussi avec des filtrages, des morphologies, des pulvérisations, de la synthèse granulaire, à perdre l'auditeur, à le maintenir en haleine et à le perdre par rapport à une perception musicale ou une perception de la réalité sonore. Vous avez donc le sentiment, je vous interromps probablement, Emmanuel Miéville, que l'œuvre de votre mère, Guette Champroux, cherche à perdre le lecteur? J'en profite un peu là. C'est pas très honnête. À le perdre et à le captiver aussi. À le captiver, mais le perdre, c'est une façon de... C'est avoir un contrôle sur lui et c'est se perdre soi-même aussi, puisqu'on dans cette composition ou dans cette écriture, on ne peut que s'investir totalement. Et elle était en écriture et dans la vie, quelquefois perdue par cette puissance du langage et cette puissance poétique. Ça la déstabilisait beaucoup dans la vie réelle. C'était problématique de parler de sa poésie, de la faire reconnaître. J'étais la naine, j'avais 100 ans. Je mendiais les voix principales, voix hanchées, voix flûtées, la caresse phonoïde. Je mourais sans mourir. Je traversais à pied, même par les airs, les mondes, entre l'Orient et mon radar d'ici. C'était ma distraction, ma récréation. Un jour, je me trouvais native de l'or, si petite que l'herbe pouvait me protéger. La pelouse par ailleurs était fraîche. Cette grande allée bordée d'arbres, je vais la franchir. Et moi, bien sûr, sans provision de route. La maison lui affirme qu'au bout de l'allée, on lui donnera du lait. Mais ça peut attendre, ou bien l'heure tourne, et je mendie le frottement des sons, une couleur de mélèze et puis de tilleul. Et puis c'était en Europe et un village indécis, sans suppuration de montagnes, de volcans. J'ai été chargée d'un message à antenne. Cette lubrifie peut attendre.
qui m'offre du repas des deux côtés, les nourriciers de la bâtisse et les mères dont j'ai perdu l'adresse. Et puis l'herbe a fait un tour, le lait épaissit, le soleil. Je vois que je deviens porteuse de plusieurs orientations, de rechange, et tant mieux, mes vêtements me conviennent, j'ai le don du très peu. Tiens-toi immobile, il est 6 heures. Tu as vu le soleil passer de l'autre côté de l'allée. Quand je ne serai plus celte, ni femme, ni fille, ni mère. Fauvette, quand je cesse de jouir avec l'air et moi, comme on respire, d'autres s'y enverront l'air. Alors il y a cette femme autre, cette oreille océan bouche qui fait des S. Elle peut, redis-toi, le nous. Et sa suite, comme en eau ou en sel, ou faible coefficient ou fort en sable, c'est-à-dire en toi, mon archaïque Iris, mon noir d'Isis, et ça presque je veux ton verre ici, contraint les yeux comme elle, il y a châtain rougi, esme H, ensemble plus petit, pas vrai? Et là, ses ventres aussi, comme elle fait, si les paupières suivantes et l'aube éternelle. Proposition 4 et seconde, mais le bord, la loupe de son corps, alors, je l'oublie, pas les autres, tes bébés phosphorescents, c'est S, nous, le soir, et souvent presqu'île de son métier, bleu. Il y avait même exposition du thème tous les 6 ans, métier à pisser des signifiants par la Manche. Conchita et moi, Rodriguez et moi, panthère, sous le sillage jalouse, pas des millénaires, mais de traces entre elles, ou sur leur peau, jusqu'à moi de toute façon. Je dirais qu'il y a un débord chez Huguette Champroux, dans l'organisation temporelle et spatiale des textes, qui effectivement peut revenir à elle-même, mais après tout, la biographie d'un écrivain nous intéresse fort peu, je pense. Encore que. Non. Mais je ne crois pas qu'elle nous intéresse. Et donc, qu'est-ce qu'on trouve, même si tout cela est composé d'extraits d'une vie, d'aléas d'une vie, on trouve simplement de l'écriture, c'est-à-dire un pur agencement. Et je pense qu'effectivement, ce pur agencement est une condensation de choses qui ont été ou qui sont, et qui sont pure pensée ou pur événement, et qui sont agencées pour former justement cette matière, qui est la sienne propre. Poète, je vous cite, je cite de votre avant-propos, Christophe Marchankis, poète, Huguette Champroux l'a été et au sens fort, négligeant toute inscription ou considération sociale. Est-ce que ce n'est pas de faire de Huguette Champroux, je veux dire, une poète maudite? Ah, je vous attendais là-dessus. Non, je crois pas, non. Je crois pas du tout. Je crois que c'est une position assez... qui n'est pas banale aujourd'hui, certes, mais qui est une position où Huguette Champroux ne pensait, ne croyait qu'à l'écriture. Qu'à l'écriture, y compris cette écriture qui l'amenait aussi à la maison de la radio. Mais quand on prend une pièce faite pour la radio comme transfert direct différé, ça reste de l'écriture, même si c'est du son, même si c'est du rythme, même si c'est une mise en son et en espace. Et je ne sais plus qui me disait l'autre jour, après tout, Huguette Champroux, comme la réponse de Beckett, bon qu'à ça, à être écrivain. Qu'est-ce que ça signifie, le couteau autobiographique? Le couteau autobiographique, c'est la façon dont on a de charcuter dans cette chair humaine qui est la vie quotidienne, qui n'est pas plus triste et pas plus gaie qu'autre chose. Peut-être même peut-être que la vie est triste parce qu'il n'y a que du quotidien. Et il y a la pensée qui vient se mettre sur le quotidien
il y a la dénégation de ce quotidien par la pensée. Et à mon avis, c'est ce qui fait la matière chez Champroux. C'est ce qui fait sa matière première. Ensuite, on est dans la disposition, l'agencement, ce qu'elle appelait la spatialisation, comme je l'ai dit tout à l'heure. Vous dites un étranglement d'un livre à l'autre. Je vous cite, hein? Oui. Parce que je crois que... D'abord, il y a une phrase qui m'avait plu chez Borges, à un moment donné, qui était que chaque livre est le brouillon d'un autre. C'est évident. C'est évident. Et chez Champroux, ça se redouble d'une chose, à mon sens, qui est que non seulement le livre, effectivement, est terminé sans être terminé, mais ça serait banalité de le dire, parce qu'on pourrait le dire pour une tonne de bons écrivains, c'est pas la question. Mais dans son économie même, je dirais qu'il s'étrangle pour pouvoir poursuivre. C'est-à-dire que c'est pas chaque livre est le brouillon d'un autre au sens strict, c'est chaque livre est une défaite avant le suivant. Il y a ce côté chez Champroux qui me fait penser qu'il faut absolument tuer le livre, mais tuer le livre d'une façon très difficile, très âpre, pour qu'éclose quelque chose qui ressemblera au suivant. Il ressemblera au suivant. Et ce n'est que... Ce qui est assez étonnant d'ailleurs, c'est qu'on le voit avec les manuscrits inédits, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui deviennent plus... non pas plus évidentes, mais plus marquées entre les textes. Tu recevras Al tutti quando, 2003. Avoir lu une seule fois, 10 heures par jour, Salammbô, plus constamment, les lézardes, terrassement, extase, milieu, début, fin, épuisement, hémisphère droit de la narration, puis gauche, sable relief des étoffes, également en plein soufre, l'expériment 2002. Le poète, le dernier des prolétariens, S. Mallarmé. Prose. Vous allez recevoir questo point par point, vous le coudrez, c'est-à-dire. Jette ton pain sur la face des eaux, car avec le temps tu le retrouveras. Mais alors, qu'ai-je encore sous le soleil phosphène? Et donc tes yeux en nous? Mais surtout, que la course n'est point aux agiles, ni la guerre aux vaillants, ni le pain aux sages, ni la richesse aux intelligents, car tout dépend pour eux du temps et des circonstances. Iris tout à coup plus nomade, e la n'aveva, anche io. Dernier poème du livre, 31 mai 2003. Moi, quand je lis votre avant-propos, Christophe Marchankis, vous parlez travail d'assèchement ou de creusement. Après, là, c'est moi qui fais une fausse citation. Mais enfin, bon. Allez-y. Il y a une double question. Le creusement du verre, c'est Mallarmé, hein, quand même. Le creusement, c'est Mallarmé. Oui, Mallarmé et Huguette Champroux, voilà. J'avais une double question, mais il ne me reste plus que la moitié. Mallarmé et Huguette Champroux. Oui. Ça, c'est une question très difficile. Le rapport avec Mallarmé, je ne sais pas. Le rapport avec l'aube est le rapport avec le fait que le rien remplace l'aube. Il y a un rien qui remplace l'aube, qui n'est pas celui de la nuit. Ça serait plutôt un crépuscule du matin. C'est peut-être une écriture crépusculaire, d'ailleurs. C'est une écriture des dégâts, c'est une écriture d'un désastre. L'écriture crépusculaire, c'est Giture. Et je vois rien qui ressemble à Giture dans ce livre.
Non, mais je ne citais pas pour ça, je le citais parce que je pense que c'est... Je le citais simplement de manière métaphorique pour cadrer les choses. Je pense que ce sont des récits organisés rythmiquement, enfin à part il y a des poèmes évidemment, mais on est toujours dans le récit. Quand on prend certains des poèmes, on est toujours dans le récit, y compris s'il y a rejet. On est dans une organisation rythmique du récit, avec les moyens qu'elle avait, qui sont des moyens de disjonction, superposition, cadrage, décadrage, etc., etc. Tu vois, en face, c'est Isabelle. Je la vois aller et venir, monter sur son tracteur. Elle est à l'opposé de moi. Je suis plutôt assise à une table. En ce moment, elle taille sa haie. Elle me donne des fleurs. Je lui donne des fleurs. Deux maisons plus loin, c'est Madame Lair, l'épicière. Elle aime beaucoup le vin. Et là, tu vois plus à gauche, Mademoiselle Lyon. Elle a 84 ans, sèche et haute comme un fagot. Je la vois traverser le champ avec son chien. 2 fois par semaine, elle va à Longueville à pied. 5 kilomètres environ, pour aller lui chercher de la viande. Elle a même été chez le percepteur à Bréal. Quelqu'un l'a conduite en voiture. Elle est revenue à pied. Entre Isabelle, Mademoiselle Lyon, Madame Lair, tu vois, la maison de Madame Champion. Elle cultive des pommiers d'amour. À présent, ils doivent être déjà enfermés sous un plastique. Il y a 2 ans, elle m'en a donné une branche. Toutes. Ah oui. Oui. Mes dindons, ils sont enfin. Pas trop bien. Ils sont bien. Ils sont pas trop des poulets. Des poulets par os. Il n'y a pas des poulets parmi eux. Qu'on peut se poser, qui s'est posé, déjà, qui se pose dans l'émission, est-ce que c'est à proprement parler de la poésie? Est-ce qu'on n'est pas un peu parfois entre narration, poésie, voire je ne sais quoi? Poésie en prose, quelquefois même. Et pour vous, c'est de la poésie? Pour moi, c'est de la poésie, oui. Ouais. C'est... Peut-être dans certains textes des années 70, certains récits sont infiltrés par le lettrisme ou par certaines théories de l'époque telle qu'elle ou du féminisme ou des choses comme ça. Mais très, très, très subtilement ou très imperceptiblement. Oui, ça ne se lit pas, ça saute pas aux yeux, non? Non. Pour moi, c'est de la poésie... C'est une façon d'envisager le monde, de lire le monde, de le rendre lisible ou de le déréaliser, parce que c'est ce que je me suis rendu compte il y a quelques années en faisant une analyse, et j'ai découvert comment j'étais devenu compositeur et comment ma sensibilité au son était née. Et je ne veux pas faire non plus de comparaison avec elle, et rentrer trop intimement dans sa biographie, mais je pense qu'il y a quelque chose de proche là-dedans. La raison pour laquelle je suis devenu compositeur, c'est que
je n'arrivais pas à lire les discours familiaux quand j'étais enfant. Il y avait entre mon père et ma mère, il y avait certaines crises ou certaines incompréhensions, manque de communication. Et j'étais préservé de ça par eux ou tenu à l'écart. Et donc, vers 10 ans, et j'avais un manque de lisibilité totale et une frustration par rapport à cette distance sonore et sémantique, a fortiori. Je ne comprenais rien à ce qui se passait. Et en fait, ce manque de compréhension, cette bande-son illisible de la vie, parentale, quoi. De la vie parentale, cette bande-son illisible, pour cause de conflits, m'a donné envie à activer cette sensibilité au son et à la perception sonore. Et puis il faut dire aussi que j'ai eu beaucoup de chance parce que ma mère écoutait Pierre-Henry quand j'avais 10 ans, et donc j'ai été déjà baigné par cet environnement sonore. Mais le primal, vraiment la chose importante, c'est cette déstabilisation, cette impression illisible qui a provoqué un désir très puissant de reconstruire, et de reconstruire une perception, de reconstruire son propre langage. Et je pense que pour Huguette, c'était une nécessité aussi de construire ce langage, de construire sa réalité, sa réalité, sa déréalité. Ça devait passer par ça. Je voudrais vous dire juste quelques mots de ce texte. Il y a moins de jaune dans le tilleul. D'abord, j'aime énormément ce point de départ, c'est une phrase spontanée, si on veut, mais l'écriture, entre guillemets, s'écrit, c'est-à-dire IE, et non pas IT. Et puis, il y a moins de jaune dans le tilleul, c'est drôle. Moi, ça m'a toujours fait rire. Il y a moins de jaune dans le tilleul que dans quoi ? Il y a moins de jaune dans le tilleul que dans le tilleul. Il y a moins de jaune dans le tilleul que tout à l'heure. Il y a moins de jaune dans le tilleul que dans tout à l'heure. Ce qu'on ne peut pas dire normalement en français, mais on peut s'amuser à le dire quand on lit Huguette Champroux. Et quand elle écrit, ou plutôt quand elle note comme ça, cette espèce de haïku spontané qui lui est venu, il y a moins de jaune dans le tilleul, elle nous donne la sensation, elle nous donne le moment où elle est, elle nous donne sa situation psychologique. Elle nous donne aussi peut-être une partie de notre tradition littéraire, du poème en prose, justement. Vous savez, elle note comme ça I-A, I''A. On ne peut pas dire il y a moins de jaune, il faut dire il y a moins de jaune. Et à mon avis, c'est un souvenir, c'est un peu un jeu avec il y a des illuminations de Rimbaud, il y a au bois un oiseau, son chant nous arrête et nous fait rougir. Bon, c'est un peu ça, il y a moins de jaune dans le tilleul. Et c'est ce qu'elle appelait entrer en espace. Quand je lis cette phrase, quand je ressens tout ce que cette phrase me donne d'elle, je suis dans le poème en prose, dans un objet sensuel d'Huguette Champroux, très ouvert, et voilà, qui me donne une mémoire pure. Et la suite du texte, c'est des fragments de mémoire pure. Alors, j'ai aussi une autre chose à dire à ce sujet. Pour moi, et ça c'est moins drôle, il y a moins de jaune dans le tilleul. Je vais extrapoler un peu. Ça peut vouloir dire combien de poètes femmes françaises ont implosé dans le paysage littéraire depuis la guerre. Il y en a beaucoup. Daniel Colobert, Emma Santos, Sylvia Goldfarb, dans une certaine mesure Nicole Lisbernheim, Huguette Champroux.
Quand est-ce que ça va s'arrêter, cette hémorragie? C'est étrange. C'est-à-dire, il y a toujours eu une distorsion entre ce qu'elles étaient capables de donner et la relance sociale. L'écoute qu'elles avaient au moment où elles avaient besoin d'en avoir une supérieure. Et ça s'est inscrit dans l'œuvre d'Huguette Champroux, puisque à la fin d'un de ses livres, Pleyel, elle parle de cette commande sociale qui lui a tant manqué, par moment. Alors, il y a moins de jaune dans le tilleul, ça peut vouloir dire ça. Ça peut vouloir dire, pourquoi on ne parle pas de moi? Pourquoi il n'y a pas d'article sur moi? Pourquoi je ne peux plus faire d'émissions à France Culture, alors que si je n'en fais plus, je ne peux plus vivre? Ça peut vouloir dire ça, si on veut. Il y a moins de jaune dans le tilleul. Il y a moins de jaune qu'hier. Je pense qu'il faut s'interroger là-dessus. Et pour avoir croisé, moi, très modestement, à mon niveau de rediffuseuse, des œuvres aussi importantes que celles de Nicole Lisbernheim et de Huguette Champroux, pour avoir été traversée par tout ça. Mais voilà ce que m'inspire la situation aujourd'hui. En vous écoutant, Emmanuelle Miéville, je me demandais si on ne peut pas parfois voir quelque chose dans l'œuvre d'Huguette Champroux affleuré qui serait de l'ordre soit du cryptage, soit du secret. Je pensais à ce que vous disiez en disant que vous ne compreniez pas ce langage parental. Est-ce qu'il n'y a pas parfois, disons, il y a du biographique, on le sait, elle le dit de toute façon, c'est pas quelque chose qu'elle dissimule. Mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose parfois qui relève, j'allais dire comme on disait dans les années 70, d'un sous-texte, d'un génotexte, quelque chose qui n'est pas explicité volontairement ou involontairement, que sais-je? Non, c'était volontaire. C'était volontaire. C'était le cryptage biographique était lié à son enfance, à sa propre biographie. Et c'était pas un besoin de... C'était pas une dissimulation, c'était c'était un besoin impérieux de réécrire poétiquement de signifier autrement ses souffrances, ses traumatismes ou son enfance, sa biographie. C'était pas un procédé de dissimulation, mais c'était, je pense que c'était impérieux. Moi, je ne lui ai jamais posé la question, mais ça fait partie des éléments qui ralentissaient ma lecture. Quand elle me donnait ces textes, toutes les connotations biographiques, les incises, les cryptages, les initiales, souvent, quand elle parle d'un personnage, c'est par initiale, c'est C ou YT. C'était très, très perturbant pour moi. Et après, j'ai compris que c'était pas un procédé, que c'était vraiment... ça fait partie de son système, et de ce système impérieux de création. Mais le secret, oui, le secret était là. De toute façon, quand elle avait un projet, elle me disait n'en parle à personne, il ne faut pas qu'un tel le sache, il ne faut pas qu'un tel le sache. C'était très, très, très important. Et en même temps, il y avait beaucoup d'intensité, de générosité quand elle m'avait invité à travailler avec elle pour cette dramatique. C'était très naturel. Il n'y avait pas de rapport filial encombrant. Avait-elle, Emmanuelle Miéville, avait-elle conscience, je pense que oui, de toute façon c'est assez évident, mais j'allais dire de creuser, bon, on pense à la phrase de Kafka, on prend toujours le même chemin, on emprunte toujours, bon, il n'est pas le seul à avoir dit cela, hein. Donc j'allais dire d'arpenter un même terrain, est-ce que ce labeur était quelque chose dont elle parlait, c'est-à-dire d'être finalement toujours, non pas au même endroit, mais toujours dans le même sillon, quoi. Malgré l'évolution, bien sûr, de façon historiale de son écriture.
Je voulais dire, est-ce qu'elle parlait de l'acte d'écrire, de la répétition, du travail C'est pas, par exemple, une difficulté ça arrive souvent à des écrivains, à des poètes, difficulté de poursuivre. Souvent, on peut avoir le sentiment que le livre publié est le dernier livre et que le dernier livre écrit, plutôt publié ou non, d'ailleurs. Ah non, il y avait aucun doute sur la poursuite de son écriture. Il y avait beaucoup de souffrance, beaucoup de colère quand elle n'arrivait pas à obtenir ce qu'elle voulait, les publications qu'elle voulait, mais beaucoup de constance, beaucoup d'énergie pour écrire, pour envoyer ses textes, pour accompagner ses textes. Et ça allait au-delà aussi. Elle dessinait, elle faisait des pastels. Donc il y avait toujours, même quand elle était en incapacité d'écrire pour diverses raisons, de passage à vide ou problème de santé, elle continuait à dessiner ou à faire d'autres choses. Il y avait toujours une activité, toujours. Tout sera dispersé. Si tout commence, mettre dans ta poche la boîte, l'habitude incommensurable d'un état sans commencement ni fin. Si tout s'arrête, où l'on meurt de ne pas mourir. Quand parfois l'un s'écarte, l'autre ne pourra le supporter. Ramène par le coude l'étoffe ici, dans ce coït de tissu, précipité, péché. En un quart d'heure, ce corps, dont ceux-là seuls connaissaient le tracé, la jouissance, à nouveau emporté, plusieurs fois depuis le jour, depuis la nuit. Comme dans une tragédie, ce mot convient jusqu'à sa sépulture. Reconnaissance à Huguette Champroux par Mathieu Bénézé, avec Geneviève Hutin, Christophe Marchanquis, Pierre Courteau, Emmanuel Miéville. Lecture Sarah Chemette. Archivina Sophie Gillery. Coordination Anne-Vanessa Prévost. Prise de son Claire Levasseur, Benjamin Vignal. Mixage Véronique Amiot. Réalisation Anne Franchini. L'anthologie Off d'Huguette Champroux a paru aux éditions Le Bleu du Ciel. On peut encore trouver des éditions originales aux éditions Ekbolad et La Main Courante qui a publié en 2007 Pléiel, un inédit. Nous aurons le plaisir de vous retrouver à 22h15 dans un mois pour des reconnaissances à Ingeborg Bachmann.